Bonjour à tous, je suis Thibaut Dartevel, associé chez Business at Work. Merci de participer à ce nouveau webinaire organisé par Business at Work et qui traitera de l'hébergement SAP. Début 2021, avec le lancement de l'offre RISE, SAP a marqué un tournant décisif vers le service. SAP ne se contente plus d'offrir à ses clients d'acquérir des licences perpétuelles, mais propose désormais un véritable contrat de service unique qui comprend notamment le droit d'usage de l'ERP S/4HANA, mais également son hébergement, ainsi que certains services d'administration technique. Cette offre change la donne sur le marché, puisque les clients qui y souscrivent n'ont plus à organiser l'hébergement par eux-mêmes. Cependant, elle n'a pas pour autant fait disparaître l'approche traditionnelle. Comme le relève l'étude récente de l'USF, il existe encore en France des freins à l'adoption de RISE, liés notamment à la question du cloud souverain. Un grand nombre de clients restent donc contraints d'organiser par eux-mêmes l'hébergement de leur solution SAP. Si pour la question de l'hébergement continue à se poser, nous verrons ensemble que les données du problème changent et parallèlement, de nouvelles solutions émergent. Nous verrons pourquoi les perspectives de votre passage avec S/4HANA ou éventuellement dans un premier temps sur une base HANA, vous devez repenser vos infrastructures. Pour faire le point sur les questions à se poser, et les options qui s'ouvrent à vous, je suis entouré ce matin des experts BAW, Clément Le Caplin et Tarek Sali. Clément, si tu peux commencer à nous parler des questions à se poser. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Donc, l'objectif de cette première partie est de vous présenter les principaux critères à prendre en compte pour vous aider à faire le meilleur choix d'hébergement d'un paysage S/4HANA. Donc, avant d'aborder les différents critères de choix, nous avons voulu vous faire un petit rappel sur la technologie in-memory sous-jacente à la base de données SAP HANA. Alors, l'atout principal de cette technologie est la performance, puisque les données sont chargées en mémoire, ce qui accélère considérablement l'accès aux données. Alors, néanmoins, cette technologie provoque un réel bouleversement de l'infrastructure, car la quantité de RAM nécessaire pour faire fonctionner une base de données HANA est très importante. Nous avons un exemple ici du dimensionnement d'une instance de production d'un client. Et donc, comme on peut le constater sur le schéma, il y a un gap important de dimensionnement concernant les ressources RAM et CPU. Donc, au vu de l'évolution du prix de ces ressources, comme vous pouvez le savoir, l'impact financier est également très significatif. Et l'étude, pour le coup, de votre infrastructure et de son hébergement est indispensable. Alors, dans une trajectoire de conversion vers S/4HANA, le choix de l'hébergement passe par répondre à plusieurs questions importantes. Dans une première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la criticité de votre application, ainsi que les performances souhaitées, ou encore quelles obligations ou exigences avez-vous autour de vos données. On parlera de souveraineté, de confidentialité. Une autre question, quel niveau de sécurité vous sera nécessaire pour l'hébergement de votre infrastructure. Et enfin, un volet très important, c'est pourquoi effectuer une analyse du TCO, communément appelé coût total de possession. Alors, ici, par rapport à ces critères de choix de l'hébergement, on commence avec deux critères assez importants, la disponibilité et la performance. Donc, concernant la disponibilité,
3 éléments importants sont à prendre en compte. Le premier, c'est la criticité de votre application, à savoir, est-ce que votre environnement de production devra être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc, bien sûr, hein, cette disponibilité est encadrée et bien sûr conditionnée par votre métier. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que ce critère de disponibilité a un impact assez fort sur le prix, compte tenu de la solution à mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ces critères. Le deuxième élément important à prendre en compte est l'interruption de service. Cela signifie de définir une période acceptable pendant laquelle votre environnement ne sera pas disponible suite, par exemple, à un incident critique. Et enfin, le dernier point concernant la disponibilité concerne l'identification des périodes de pic d'activité. Ces périodes sont à prendre en compte pour renforcer l'infrastructure sur des périodes importantes de votre business, comme par exemple une clôture comptable annuelle ou une période de forte production. Donc les mécanismes concernant la disponibilité à mettre en œuvre, il en existe plusieurs, j'en cite 4 ici. On a tout d'abord le mécanisme de haute disponibilité pour que l'application soit toujours disponible, quels que soient les incidents. Évidemment, la mise en place des mécanismes de sauvegarde. On peut mettre également des mécanismes de redondance des serveurs. Et enfin, un mécanisme de reprise d'activité, communément appelé le DRP. Donc, tous ces mécanismes sont mis en place selon des exigences de RTO-RPO. Donc, je rappelle, RTO, Recovery Time Objective, c'est le temps de reprise d'activité suite à un incident majeur survenu sur votre production. Alors que le RPO, Recovery Point Objective, c'est le temps de perte de données acceptable par votre business. Donc, parlons maintenant du deuxième volet, la performance. Donc, sur ce volet, 2 aspects principaux sont à prendre en considération. Le temps de réponse optimum pour les utilisateurs, évidemment. Donc, il existe derrière ça un vrai enjeu de productivité. Il ne s'agit pas, par exemple, qu'une prise de commande ou le traitement d'une facture soit ralenti par les performances de l'instance SAP. Et le deuxième point, c'est un point qui est commun avec la disponibilité, à savoir les pics de montée en charge, qui sont généralement un volet qu'on qualifie de critique pour votre business. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Ça implique qu'il faudra se doter d'une infrastructure qui pourra absorber les pics de charge et puis qu'elle soit surtout performante. Donc, ça veut dire, comme tout à l'heure, on a déjà parlé de cela, mais anticiper les clôtures comptables annuelles qui demandent à la fois de la disponibilité et de la performance. Et également, on peut prendre l'exemple d'un site événementiel qui va faire de la vente de billets d'un artiste très connu. Et on a tous en tête un site qui sature à cause des performances dégradées. Donc voilà pour la partie disponibilité et performance. Maintenant, parlons de la maintenance de l'infrastructure, c'est-à-dire son maintien en conditions opérationnelles. Donc, pour être en mesure de respecter les 2 critères vus précédemment, c'est-à-dire la disponibilité et performance, il vous faudra être accompagné par des experts qui seront en mesure d'administrer vos environnements, donc de réaliser les évolutions, les corrections, les mises à jour. Il faudra également qu'ils soient réactifs et qu'ils soient en mesure également de vous conseiller pour faire évoluer l'infrastructure en fonction des besoins de votre business. Mais cela ne suffit pas. En effet, l'éditeur SAP a choisi d'imposer des exigences pour garantir une performance et une fiabilité de son ERP S/4HANA. Alors, quelles sont ces exigences ? Tout d'abord, SAP exige que votre infrastructure soit certifiée. Donc, que ce soit des serveurs physiques, des appliances ou des serveurs TDI, ou un serveur virtualisé dans le cloud que vous présentera Tarek tout à l'heure. Et la deuxième exigence de SAP, et donc il souhaite que les experts soient certifiés pour administrer la base de données HANA et le ERP S/4HANA.
Alors, sur le slide suivant, un petit exemple sur une petite latence. Donc, une question se pose par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, si on installe un paysage S4HANA sur une infrastructure non certifiée et que la maintenance est réalisée par des experts non certifiés, que va-t-il se passer? Et donc, tout simplement, hein, vous ne pourrez pas bénéficier de l'accès au support SAP. Donc, il est indispensable d'avoir ces certifications, car c'est une protection, hein, et ce n'est pas une contrainte. Donc, pour résumer, l'hébergement d'un paysage S4HANA doit être réalisé sur une infrastructure certifiée par SAP pour répondre au cahier des charges de fiabilité et de performance. Des experts certifiés pour assurer un support de qualité. Et enfin, un troisième point important à prendre en compte, hein, c'est de travailler avec un hébergeur certifié ou ayant engagé une démarche de certification exigée par votre métier, hein, telle que la certification ISO 27001, donc, qui correspond aux bonnes pratiques visant à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données, ou encore HDS, hébergeur de données de santé. Donc, cela vous permettra, vous assurera une protection et une qualité de service, puisque le fournisseur, hein, s'engage à réaliser les bonnes pratiques visant à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Donc, parlons maintenant d'un sujet sensible, hein, la protection de vos données et de votre business. Donc, suivant votre secteur d'activité, hein, que vous soyez secteur public, dans le domaine de la santé ou industriel, il vous faudra prendre compte des contraintes, des obligations et des exigences pour réaliser le choix de votre hébergement. Donc, pour aborder ce sujet de manière, je dirais, holistique et vous protéger, vous devrez aborder plusieurs volets. Donc, la sécurité physique des data centers, où sera hébergée votre infrastructure SAP. Donc, on parlera de protection contre les incendies, inondations, coupure d'électricité, panne de climatisation, cambriolage. On parlera également de systèmes de surveillance, de gestion des accès et toute la sécurité de gardiennage mis en œuvre pour protéger l'accès au data center. Un autre volet important, hein, c'est la sécurité du trafic réseau. Donc là, on abordera le chiffrement des flux entrants et sortants. Un troisième volet qui est la souveraineté de vos données. Donc ça, c'est un sujet important, hein, puisqu'il concerne la localisation de vos données et la capacité à protéger les données d'éventuelles interférences, notamment étrangères. Donc, ça ne suffit pas, hein, parce qu'il est également nécessaire, hein, de se protéger contre certaines lois étrangères intrusives. Vous avez dû entendre parler, par exemple, du Cloud Act aux États-Unis, qui permet, hein, à l'administration d'accéder aux données hébergées dans les serveurs informatiques des hyperscalaires américains situés dans d'autres pays, au nom de la protection de la sécurité publique aux États-Unis. Donc, être vigilant par rapport à cela. Et enfin, dernier point, la confidentialité des données et la cybersécurité, hein. Donc, c'est un sujet majeur également, puisqu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer la cybercriminalité, hein. 54% des entreprises françaises ont été attaquées en 2021. Il est donc indispensable, hein, de s'entourer d'une véritable expertise pour protéger la confidentialité de ces données lorsque vous choisissez de gérer vos infrastructures en interne. Alors, maintenant, on va aborder les sujets de la scalabilité et de la flexibilité. Donc ces critères sont à prendre en compte, hein, également si la croissance de votre société est dynamique. En effet, hein, suivant le type d'hébergement que vous choisirez et que Tarek vous présentera dans la partie suivante, il vous sera plus ou moins facile d'augmenter ou diminuer la capacité de votre infrastructure. Il vous sera donc nécessaire de bien analyser et surtout anticiper, hein, tous les facteurs
qui pourront faire varier votre paysage SAP. Et cela vous permettra de 1, optimiser vos investissements et de 2, vous offrir la possibilité d'ajouter ou supprimer des systèmes ou ressources, CPU RAM, à la demande. Alors, un sujet, dernier critère de choix que nous abordons, qui est un des plus importants, c'est le TCO, ou coût total de possession, qui permet d'évaluer l'ensemble des coûts engagés par votre entreprise autour de l'achat, l'installation, de l'exécution et de la maintenance de votre infrastructure IT. Donc, afin de pouvoir réaliser une comparaison efficace entre une infrastructure hébergée chez vous ou dans le cloud, il sera nécessaire d'évaluer l'ensemble des coûts associés à la possession de ces actifs. Donc, les frais de gestion, la main-d'œuvre, le coût d'achat de matériel et logiciel, la solution de sauvegarde mise en place, la solution de reprise d'activité ou de haute disponibilité, etc. Donc, nous avons rencontré plusieurs sociétés qui n'avaient pas de bon choix en termes d'hébergement, car plusieurs paramètres n'avaient pas été pris en compte. Tous les coûts d'électricité, de chauffage, de climatisation, le coût de l'immobilier, le coût de gestion des actifs, etc. Donc, vous l'avez compris, cette analyse de TCO est primordiale, car elle permet d'éviter vraiment de faire un mauvais choix. Donc, en synthèse, lié à vos besoins et exigences, un cadrage sera forcément la meilleure solution pour choisir le meilleur scénario en fonction de votre contexte. Et cela nous amène à une question, mais quelle solution s'offre à vous pour héberger votre infrastructure? Donc, je vous laisse en compagnie de Tarek, qui va vous présenter les 3 solutions d'hébergement, à savoir la solution on-premise, le cloud public et le cloud privé. Merci Clément, bonjour tout le monde. Sur cette section, nous allons voir les différentes options qui nous permettent d'héberger un NSI SAP HANA ou S4. Et on va à chaque option faire un petit focus sur la spécificité hébergement de la base de données HANA. La première option, et c'est l'option traditionnelle, dite on-premise. La caractéristique principale est que l'hébergement se fait sur le site de l'entreprise. Ceci revient à disposer d'une seule machine, mais surtout d'un service informatique qui va gérer tout le cycle de vie de cette infrastructure. Un service qui peut être interne, mais qui peut être aussi externe, sous la responsabilité de client. Nous allons procéder à l'achat du matériel, donc on est sur un processus d'achat. Nous allons avoir des coûts de gestion récurrentes, salle machine, électricité, climatisation et pas mal d'autres dépenses. Les licences seront acquises de manière dédiée à cette infrastructure. Un point fort de cette option, c'est que du moment où on est propriétaire de l'infrastructure, on dispose d'un accès total aux différentes couches, depuis le système d'exploitation jusqu'à l'applicatif installé, et donc on peut personnaliser d'une manière sans limite notre déploiement et notre usage de cette infrastructure. La contrepartie de ça, c'est que toute la gestion de cette plateforme reste à la charge du client, depuis les phases d'intégration, à savoir la conception et de l'architecture de notre SI HANA ou S4,
l'intégration des serveurs, du réseau, du stockage, le déploiement des mécanismes de sécurité et de maintien de service. Et surtout, un élément très très important, donc on part sur un achat d'infrastructures. Donc on a un fournisseur, un constructeur d'infra, qui va nous livrer le matériel avec une durée de garantie. À la fin de cette période, tout dysfonctionnement que subit le matériel sera à la charge de client. Donc, on est sur ce qu'on appelle la gestion de l'obsolescence de notre infrastructure. Un focus sur l'hébergement SAP HANA ou SAP S4. La partie commune des deux systèmes, c'est la base de données HANA. Comme l'a expliqué Clément tout à l'heure, on est sur la base de données en memory. Donc, on est sur des systèmes qui demandent une quantité très importante en RAM. Une simple comparaison, l'achat d'un serveur qui va nous héberger un ECC6 avec une base de données native Sybase. On est sur des serveurs de 16 à 32 gigas et on est sur des coûts d'achat qui ne dépassent pas les 10 000 euros. Sur un investissement pour héberger du HANA, on part sur ce qu'on appelle des appliances ou des TDI. C'est des serveurs qui ont une grande quantité de RAM, on parle d'1 Tera jusqu'à 3 Tera, et on est sur des investissements à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, à savoir on commence à 80 000 euros sur un serveur à 2-3 Tera et on peut aller jusqu'à 120 130 000 euros par serveur. Donc, très important, voilà, il faut faire attention à ce type d'investissement quand on s'engage quand on se lance sur une cible en prémisse pour un hébergement HANA, on va être face à un achat de cette échelle. La deuxième option, c'est l'option dite cloud privé. Le cloud privé, pour faire simple, c'est tout simplement le déplacement de notre salle machine chez un partenaire spécialisé dans ce métier. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la première option, on était sur une option en prémisse. On était responsable du déploiement de l'infrastructure au niveau de l'entreprise. Et donc, on avait à notre charge toute la logistique de la salle machine, de la gestion de l'infrastructure. Sur cette option dite cloud privé, on va sous-traiter cette gestion, y compris l'emplacement de l'infrastructure. L'usage de notre infrastructure, on sera lié via un lien sécurisé depuis l'entreprise jusqu'au data center. La différence entre la première option et celle-ci, c'est qu'on va mandater un partenaire pour la gestion de l'infrastructure depuis son hébergement jusqu'à son MCO. Sinon, on reste sur une infrastructure dédiée, conçue spécialement pour notre SI SAP. On n'est toujours pas sur des modalités entre parenthèses imposées par le partenaire, mais on est sur une conception faite par le client, mais hébergée et gérée par ce partenaire. Une autre différence, c'est qu'on n'est plus sur un achat, on va passer sur un mode de location et donc de coûts récurrents. La spécificité reste la même, donc on va investir sur du matériel qui va héberger du HANA et du S4, et donc on est sur un investissement qui se traduit peut-être en location, en leasing, mais qui ne va pas effacer l'importance de l'investissement en termes de serveurs
présentant une grande quantité de RAM. La troisième option est l'option du cloud public. Donc, depuis un certain nombre d'années, le cloud public s'impose comme une alternative d'industrialisation et d'hébergement dès que le sujet se pose sur la table. Et bien évidemment, on se pose la question quand on veut héberger du SAP. La question est oui. Donc, on peut aussi avoir de l'hébergement SAP sur du cloud public. Maintenant, c'est quoi la spécificité? Principalement, on est sur une plateforme commune à plusieurs utilisateurs ou à plusieurs sociétés. On a une mise en marche optimale. En quelques clics, on peut se lancer sur la conception de notre architecture. L'accès est facile puisqu'il suffit d'avoir une connexion Internet. La mutualisation fait qu'on a une souplesse en termes d'attribution de ressources, d'usage et de coûts. On n'est plus sur un coût récurrent, mais on est carrément sur le paiement à l'usage et on peut aller jusqu'à payer des unités à l'heure. Un point très, très fort de cette solution, c'est qu'on n'en parle plus du support de l'infrastructure, chose qui existait sur les deux options qu'on vient de voir. Donc l'usage l'infrastructure devient carrément un sujet logique. On n'a plus à se soucier des supports de l'infrastructure physique. Une fois on a payé le service, ça va faire le job et tous les soucis arrière-plan sont à la charge du fournisseur, mais surtout ils sont transparents pour nous en tant qu'utilisateurs. Comme je l'ai dit, SAP peut être hébergé dans le cloud public. AWS, sur le slide devant nous à droite, on a les grands fournisseurs qui proposent l'hébergement de SAP HANA et S4, AWS, Google Cloud, Azure et bien évidemment la solution cloud de l'éditeur. On va terminer cette présentation par une comparaison sur les trois options qu'on vient de présenter. Pour établir cette comparaison, on a été chercher des critères dites indépendantes du cas d'un client en particulier. Donc, on a identifié le niveau de personnalisation de notre infrastructure, jusqu'à quelles sont nos limites et jusqu'à où on peut aller sur l'usage et l'adaptation de l'infrastructure. On a identifié aussi la souveraineté en termes d'hébergement de données. Pour donner une idée simple, on parle de l'hébergement de data. La souveraineté vient positionner le niveau sur où est-ce qu'on héberge ces data, des données sensibles comme des données de santé ou des données de défense. Plus on s'éloigne, entre parenthèses, du site de l'entreprise, plus on se pose des questions de souveraineté, et notamment si on sort carrément de la région ou du pays où est-ce qu'on est. Un troisième critère qui est la scalabilité et la flexibilité qui a été détaillé par Clément. Donc on parle de l'aspect évolution ou régression de nos ressources et de notre infrastructure. Quel est le niveau de fluidité de cette action? Et enfin, un quatrième critère qui est le support de notre infrastructure. Donc on voit que de l'on-premise jusqu'au cloud public, ces quatre critères varient. Commençant par l'on-premise, on voit qu'il y a deux points forts sur cette option,
qui sont la personnalisation et la souveraineté. Personnalisation du fait qu'on est propriétaire de notre infrastructure et donc on est en mesure de faire ce qu'on veut, entre parenthèses, de cette infrastructure, du fait qu'on a l'accès total aux différentes couches depuis le système d'exploitation jusqu'à l'applicatif. Donc, point qui est considéré comme très important pour certains clients quand ils ont un écosystème assez complexe, notamment sur la gestion des flux. Donc, ça peut être un critère de choix. La souveraineté, effectivement, quand on est notre propre hébergeur de données, on ne se pose pas de questions, notre data, elle est hébergée chez qui? On ne se pose pas des questions, quel est le risque que peut avoir l'usage de ces données si on s'éloigne de notre propre hébergement. Après, sur la même option en prémisse, on voit qu'on perd en scalabilité et flexibilité du fait qu'on a acheté une infrastructure qui est tout simplement limitée par ses propres caractéristiques et que toute évolution nécessite une relance de process d'achat, d'études de ROI, d'investissement. Et donc, le process d'évolution reste un process assez lourd dans cette option. Le support, bien évidemment, perd sur cette option parce qu'on est limité par la période de garantie du constructeur qui nous a livré cette infrastructure lors de l'achat. Ce qui revient à dire qu'en fin de période, tout simplement, on est reparti, si on veut rester sécuriser l'hébergement de notre solution, on est reparti pour lancer des process d'achat, réintégrer des infrastructures up-to-date sur la seule machine et tout ce qui suit comme investissement. La deuxième option, cloud privé, qui est entre les deux, elle perd relativement sur la personnalisation et la souveraineté du fait que on n'est plus gestionnaire sur la personnalisation, on n'est plus gestionnaire de cette infrastructure. On va être ramené à respecter ou à trouver un équilibre sur l'usage de cette infrastructure avec le partenaire et ses pratiques. Sur la souveraineté, donc, on fait un pas à l'extérieur et donc à partir de là, nos données, même si on a tous les engagements sur l'usage de data, mais nos données ne sont plus hébergées chez nous. Et puis sur l'évolution et sur le support, on gagne d'un cran par rapport à la première solution parce que sur l'évolution du fait qu'on est hébergé chez un partenaire, si par besoin, on est ramené à faire évoluer notre infrastructure, on peut s'appuyer sur la plateforme du partenaire. Donc le partenaire, il héberge notre propre infrastructure, mais comme on est chez un partenaire qui est spécialisé, qui dispose d'une plateforme, on peut accélérer cette évolution en s'appuyant sur ses ressources à lui. Sur le support, pareil, on est hébergé chez un partenaire spécialisé. Souvent, ce sont des partenaires qui ont des contrats de partenariat avec les constructeurs et qui arrivent à faire des extensions de garantie d'une façon plus fluide que quand on gère nos propres infrastructures avec l'achat qu'on a effectué. Enfin, on arrive à la dernière option, qui est le cloud public. Et on voit bien que cette option reçoit un coût sur la personnalisation et la souveraineté. Personnalisation, puisque là, carrément, on est soumis à des modalités de location d'unités d'œuvre. Il n'y a plus d'option de personnaliser,
mais plutôt de composer avec des unités d'œuvre pour arriver à notre cible. Et puis, sur la souveraineté, le cloud public, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est souvent une plateforme commune qui se trouve quelque part dans le globe. Et même si certains fournisseurs comme AWS commencent à déployer ce qu'on appelle des cloud régions un peu partout dans le monde entier, après, il y a les contraintes, il y a l'étude du ROI, puisque parfois on héberge beaucoup moins cher aux États-Unis qu'en France. Donc il y a toujours des contraintes qui nous poussent à un peu faire abstraction à cet aspect de région ou de localisation. Et donc, on constate que sur cette option, la souveraineté, elle perd en valeur. Les deux autres points arrivent, notamment la scalabilité et le support. Sur le cloud public, on ne peut pas trouver mieux aujourd'hui, puisque tout simplement, en termes d'évolution, si on part sur un hébergement cloud public, on n'a tout simplement pas de limite. On peut ajouter autant qu'on veut de ressources, on peut enlever de nouveau. C'est des actions qui se font via des portails web, c'est des actions logiques. On n'a plus cette vision de gestion d'infrastructure. Et puis en termes de support, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la gestion de support des infrastructures derrière, elle n'est plus à la charge du client. C'est le fournisseur qui gère ça, qui met à jour ces structures d'une façon transparente. Et donc, on est sur l'option qui répond présent en supprimant la contrainte support et scalabilité, flexibilité. Enfin, je vais terminer par la conclusion par rapport à cela. Enfin, donc, ceux qui sont présents et qui voient ce slide se disent maintenant, moi, je veux faire le saut et je veux choisir mon hébergement pour ma solution SAP. Donc, il faut déjà se dire qu'on est sur de l'hébergement database en memory, quantité très importante de RAM. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut instancier ces critères qu'on a initiés par rapport au cas du client, les enrichir avec d'autres contraintes qui ont été exposées par Clément, mais d'autres peut-être spécifiques qu'on ne voit pas nous, mais que le client juge nécessaire sur la trajectoire de choix de son hébergement. Et à partir de là, se lancer sur, en identifiant les critères, se lancer sur une étude approfondie, cas par cas, et arriver à une conclusion avec l'hébergement qui correspond le plus à vos critères et vos contraintes pour un SAP, ANA ou S4. Voilà, je m'arrête là et je redonne la parole à Thibaut. Eh bien, merci à vous deux. Il nous reste 5 minutes pour ce webinaire. Je vais vous inviter à poser vos questions au travers du chat qui est disponible. À tous les participants, n'hésitez pas à poser les questions, mesdames et messieurs, parce qu'on a beaucoup de dames d'après les prénoms connectés aujourd'hui. On s'en réjouit. Je vais vous inviter aussi à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Vous voyez l'adresse pour nous contacter qui s'affiche ici. Finalement, je vais vous proposer également un petit sondage pour savoir bien si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Mais pour commencer les questions, peut-être pour toi Clément, il y a une question de Christophe. Qu'en est-il des coûts cloud on-premise, cloud privé, car la facture est rarement maîtrisable et peut s'envoler très vite? Alors, en ce qui concerne la facture des infrastructures concernant le choix de l'hébergement on-premise ou cloud privé, effectivement, hein, on l'a dit au cours de ce webinaire,
déjà, il y a une condition, c'est le nombre d'instances SAP à installer dans le paysage SAP. Tout dépendra également de votre instance ECC existante, hein, c'est-à-dire que si vous avez 15 ans d'historique dans cette instance, vous pouvez imaginer que toutes ces données, lorsqu'on fera une conversion vers S4HANA ou simplement monter la version de la base de données vers HANA, alors, il faudra en fait les monter en mémoire. Donc, qui dit beaucoup aujourd'hui de données dans votre base de données, qu'elles soient Oracle, SQL Server ou autre, pour la migrer vers HANA, il faudra beaucoup de RAM. Donc, qui dit beaucoup de RAM dit une infrastructure suffisamment taillée pour absorber votre paysage SAP. Donc, effectivement, ces coûts sont maîtrisables. On peut les envisager. SAP livre tout un tas d'outils pour estimer la taille de la RAM, le nombre de CPU nécessaires pour héberger votre environnement. Mais effectivement, il n'y a pas que l'infrastructure, il y a aussi tous ces coûts de gestion à bien prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on peut également, nous, vous accompagner sur une partie de cadrage par rapport à cette partie d'hébergement. Ce n'est pas une chose qui est à prendre à la légère, effectivement. Parfait. Merci Clément. Il est 43. On a encore la possibilité de prendre une ou deux questions. Je profite de ce temps pour jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Et je découvre avec plaisir que 100% des gens qui ont répondu au sondage ont trouvé ce webinaire utile. Écoutez, il reste encore un petit peu de temps si vous voulez voter. Je regarde s'il y a d'autres questions. Quelle est l'offre RISE de SAP? Une question de Jean-Christophe. Est-ce que tu prends cette question également, Clément? Je peux prendre cette question. Alors, l'offre RISE, c'est une offre packagée proposée par SAP qui effectivement comporte cette composante hébergement. On l'a abordé en introduction avec Thibaut, mais effectivement, l'hébergement de vos instances SAP dans le cadre de cette offre RISE est localisé chez un hyperscaler de votre choix, donc que ce soit chez Google, chez AWS, ou chez Azure, ou dans les data centers de SAP. Mais cette gestion sera complètement gérée par l'hébergeur et par SAP. Donc en fait, vous n'avez plus du tout à intervenir et vous laissez complètement la gestion de votre infrastructure en fait à vos partenaires. Donc typiquement, on a deux solutions différentes pour RISE. On a une solution publique et une solution Private Edition. Donc la solution publique, c'est une version de S4HANA qui est dans le cloud, mais qui est légèrement différente qu'une solution S4HANA qui est on-premise. Donc on a deux types d'hébergements différents. Alors, on aurait pu faire, je pense, un webinaire à part entière pour parler de RISE, mais typiquement, RISE vous permet en fait de vous dédouaner complètement de cette gestion de l'infrastructure et de laisser vos instances SAP dans les mains de véritables experts chez Google, Azure ou AWS ou SAP suivant le type d'offre RISE que vous souscrivez. Parfait, merci Clément. On est arrivé au bout de notre temps, donc il me reste à vous remercier d'avoir participé, à vous inviter aussi à suivre nos actualités puisque nous prévoyons au premier trimestre de lancer tout un tas de nouveaux webinaires sur les sujets autour du passage à S4HANA et ça dans le cadre du lancement de l'offre Jump to S4, offre packagée de passage à S4HANA de Business at Work. Merci de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.